En 1985, Jacques Jouet et Jacques Bertin concevaient la bibliothèque Impossible, toujours visible au 121 rue Raymond-Losserand. Elle comprend 50 livres qui n'ont d'existence que dans les livres. Dans le même esprit, je constitue la Littératrothèque, la bibliothèque des machines autrices ou lectrices qui n'ont d'existence que fictionnelle en littérature. Cette littératrothèque sera constituée des livres qui contiennent des machines qui produisent ou lisent des textes. Mon projet est double. Il s'agit d'abord de constituer cette littératrothèque. Ensuite, il s'agit de décrire et analyser ces machines en répondant aux questions suivantes. Comment sont-elles représentées dans la fiction? Que nous disent-elles sur les relations entre les humains et les machines? Qu'apporte-t-elle sur le travail d'écriture et d'auteur? Je présente un travail en cours et je profite de ce colloque pour vous inviter à me signaler d'autres machines que vous aurez repérées dans vos lectures. Voici donc l'état de la littératrothèque à ce jour, constituée d'une douzaine de textes. Voici pour commencer 2 machines antérieures aux ordinateurs. Dans un chapitre des voyages de Gulliver, un professeur occupe une des salles de l'académie avec 40 disciples. Son projet est d'élaborer une machine qui fera que la personne la plus ignorante sera, pour une somme modique et au prix d'un léger travail musculaire, capable d'écrire des livres de philosophie, de sciences politiques, de droit, de mathématiques et de théologie, sans le secours ni de l'étude ni du génie. La machine fonctionne par combinatoire de mots. 40 manivelles sont activées. Quand les cubes porteurs de mots se sont immobilisés, les élèves lisent toutes les lignes et quand une séquence de mots fait sens, celle-ci est extraite et recopiée. Le processus est ainsi réitéré. Le professeur dispose de gros in-folio constitués de phrases décousues qu'il a l'intention de réassembler. Il s'agit de génération combinatoire de textes à partir des mots. Les textes produits ne sont pas donnés à voir. Le texte met l'accent sur le travail des humains pour faire marcher la machine et recueillir sa production. Manivelle, retranscription. La manufacture des sonnets de Georges Auriol date de 1889. Elle emploie 1200 personnes réparties en 100 ateliers dirigés chacun par un contremaître. L'atelier des rimes a un statut à part, formel, et tous les autres sont organisés selon les thématiques du sonnet, celles des poètes à la lune, des sonnets printaniers, impromptus. Cette manufacture préfigure merveilleusement bien les machines. La division du travail et son organisation scientifique sont les préludes à l'automatisation. Auriol est ainsi un critique par anticipation de Taylor, qui ne publiera son livre qu'en 1911. 2 sonnets sont proposés à la lecture. Les sonnets sont certes bien formés syntaxiquement avec mètre et rythme adaptés, mais les assemblages n'ont ni queue ni tête. Avant l'heure, Auriol capte la difficulté des machines à traiter la cohérence sémantique ou plutôt l'interprétabilité. J'en arrive aux années 50. La machine à poésie de Nearing paraît en 1950 et s'inscrit dans un ensemble de nouvelles, les recherches sinistres de Ramson. Pour obtenir une dotation d'un magnat de déodorant, le professeur Ramson tente de mobiliser la science au service des arts. Dans chaque récit, le professeur arrive avec une idée et la présente à son collègue en l'enrôlant dans l'expérience. Dans la machine à poésie, Ramson montre à McTate sa machine qui se présente comme une énorme batterie de tubes électroniques et il lui montre ce qu'elle vient de produire, un quatrain en pentamètre iambique. Si le professeur est satisfait de la créativité langagière de la machine, il est mécontent de la rime qui ne suit pas les canons. McTate, au contraire, y voit une invention formelle. Un second débat commence entre McTate et Ramson. Pour McTate, les gens écrivent de la poésie à partir de leur expérience. Or, la machine n'a pas de vécu. Ramson répond qu'il suffit d'inculquer l'expérience à la machine. Là encore, on retrouve un débat classique autour de l'intelligence artificielle. Ramson essaye de réparer la machine qui lui répond en vers « cancel, 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 cancel ».
McTade fait l'hypothèse que la machine a été blessée. Ramson lui fait avaler une lettre d'excuse. Elle répond par un quatrain qui s'achève à nouveau par cancer. Ramson, énervé, essaie de lui faire passer son envie d'annuler. Alors la machine grille sur place. Oui, morte exactement comme si elle s'était suicidée. La nouvelle s'achève sur la question de la sensibilité de la machine, sur ses émotions qui là ne sont plus simulées mais réelles. Robert Escarpite, professeur de littérature et chroniqueur au Monde, publie Le Littératron en 1954. C'est un roman picaresque qui dénonce avec humour médias, monde politique, milieu de la recherche et de l'innovation. Après la lecture d'une communication à un congrès littéraire sur une machine qui analyse les textes, le narrateur se lance dans la création du Littératron, dont n'existe pour le moment que le nom, et qui, de supercherie en supercherie, va se transformer en projet de recherche, puis en produit réel, avec des impacts économiques, politiques et académiques. 4 expérimentations accompagnent le déploiement du Littératron. L'opération Narcisse à Pédouillac vise à montrer l'efficacité de la machine en matière électorale. Je reviendrai sur ce cas. Le projet Parnasse consiste à générer des livres capables de décrocher le prix littéraire national unique et d'avoir un gros succès en termes de vente. La machine produit 4 projets de romans avec estimation des ventes pour chacun, à l'image de la diversité des romans qui peuvent rencontrer des prix. Vierge et dactylo, 700 000. À l'ombre des stéthoscopes en fleurs, 550 000. L'arsouille vise au bas-ventre, 400 000. À propos de bottes, 300 000. À propos de bottes est l'occasion d'une jolie parodie du nouveau roman, rebaptisé pour la circonstance Roman Nouveauté. Le projet Arabelle vise à produire une BD idéale, imperceptiblement pornographique et subliminalement anti-gouvernementale. Enfin, le projet 500, un peu moins développé dans le roman, vise à contrôler les médias en fournissant un vocabulaire réduit à 500 mots avec des règles de grammaire simples pour toutes les productions dans les médias. Primo Levi publie en 1960 Le Versificateur, qui se présente comme une courte pièce de théâtre avec un poète, une secrétaire et un agent commercial. Le poète est en panne d'inspiration pour une de ses commandes et veut tester le versificateur, la machine dont lui a parlé son représentant de commerce. La machine prononce les vers qu'elle compose et les transcrit simultanément. Il suffit d'introduire 3 ou 4 paramètres, le sujet, le ou les registres, ton, style, genre littéraire, la forme métrique et éventuellement l'époque. Le représentant de commerce annonce au poète la V2 du versificateur. The Troubadour, une machine capable de composer dans toutes les langues européennes vivantes ou mortes, sans interruption, sous tous les climats. Il semblerait que le versificateur ait pris la place de la secrétaire et même celle du poète. Le texte s'achève en effet par une mise en abîme. Le texte que vous venez d'écouter est son œuvre. Le versificateur se révèle être le narrateur du texte que le lecteur tient entre ses mains. Et de ce fait, Primo Levi présente 3 états de la machine. Le versificateur, le troubadour, et enfin la machine qui a appris à composer en prose. Elle s'est autonomisée de son créateur et de son utilisateur et remplace à présent la secrétaire et le poète. Le chapitre 8 de Si par une nuit d'hiver un voyageur d'Italo Calvino se présente comme le journal de l'écrivain Silas Flannery. En panne d'écriture et fasciné par la lectrice qu'il regarde à travers sa longue vue, Flannery apprend par Marana qu'une entreprise japonaise a découvert la formule de ses romans et qu'elle parvient à produire des romans qu'aucun critique ne pourrait identifier comme des faux. Un peu plus loin dans son journal, Silas Flannery toujours, rend compte de sa rencontre avec Lotaria, la sœur de la lectrice Ludmila, à qui il a prêté des livres. Elle ne les a pas lus parce qu'ici elle n'a pas d'ordinateur à sa disposition. La lecture se fait pour elle par la médiation d'une machine,
une liseuse d'un type particulier qui réduit les textes à des listes de mots assortis de leur fréquence d'occurrence. Plus tard, Silas, troublé par la pratique de lecture de Lotaria, se prend alors à imaginer son livre même composé par une machine à partir d'une liste de mots. Ce chapitre présente donc 3 types de machines imaginaires. Une machine à écrire, une machine à lire et une machine hybride qui se nourrit des résultats d'une machine à lire pour écrire. Calvino envisage sans inquiétude la mort de l'auteur, dans la ligne de Barthes, et l'imagine bien remplacé par la machine. Le moment décisif de la littérature deviendra la lecture, dit-il, écrit-il. Il poursuit. La machine littéraire peut effectuer toutes les permutations possibles sur un matériau donné. Mais le résultat poétique sera l'effet spécifique d'une de ces permutations sur l'homme doté d'une conscience et d'un inconscient. Dans tous les textes identifiés, la machine est inscrite dans un réseau d'acteurs humains et non humains et devient un personnage de la fiction à part entière. Au fil de la narration, le tissu des relations se transforme, l'environnement se modifie et la machine elle-même tend à évoluer. Dans la plupart des récits de notre littératrothèque, c'est bien le processus d'innovation qui est au cœur de la narration, montrant à quel point la littérature est avant tout une affaire de tissu relationnel. L'exploration de ces textes m'a convaincu de l'intérêt de développer une approche STS pour étudier ces fictions. En effet, il est question de l'invention de machines et de leur mise en œuvre. La sociologie de la traduction nous offre un cadre pertinent pour analyser le processus d'innovation tel qu'il est mis en scène dans la fiction. Il n'y a pas d'adoption sans adaptation, écrit Calon. Pour qu'une invention rencontre un marché, il faut que l'innovation et l'environnement se transforment mutuellement, par négociation et adaptation successives. Le modèle de la diffusion linéaire où l'invention en laboratoire irait directement jusqu'à la mise sur le marché n'est pas réaliste. L'innovation est marquée par l'incertitude. Est-ce que le projet va marcher? Et l'objectif des acteurs est de réduire cette incertitude en mobilisant des réseaux d'acteurs, c'est l'art de l'intéressement, et en choisissant des porte-paroles. Ce faisant, le projet lui-même se voit transformé au cours de ces épreuves. Dans la littératrothèque, les récits s'attachent à décrire le réseau des acteurs impliqués et mobilisés, à mettre en scène les évolutions et transformations de la machine au fil des interactions et de liens qui se nouent entre les acteurs. De plus, les récits mettent en scène des controverses et des paniques morales liées à l'intelligence artificielle. Autour, par exemple, de l'autonomie des machines, du caractère boîte noire des algorithmes, de la question de la relation affective entre humains et êtres artificiels. Autrement dit, à travers le prisme de ces textes, où agissent des machines autrices, nous voyons émerger puis se renouveler les questions de société que pose à nouveau l'intelligence artificielle. Pour finir, je reprendrai l'exemple du littératron. L'innovation se déploie en une série d'expérimentations. Subtilement, des alliances sont nouées pour asseoir le succès et la diffusion de la machine. Les heures et malheurs de l'innovation sont étroitement liés à l'évolution du tissu des alliances avec des acteurs impliqués dans les médias, dans la recherche, dans le monde politique. Ainsi, c'est bien l'alliance avec un média qui va assurer le lancement du projet. Un numéro spécial d'une revue est consacré au projet. Présentation du littératron sous forme d'une machine à laver floue. Présentation de son inventeur et contribution d'un réseau d'acteurs publics mobilisés pour prendre la parole en faveur de la machine. Le projet trouve des déclinaisons et des adaptations variées en fonction des opportunités et des alliances qui se nouent. Le littératron se diffracte en de nombreuses machines. Il en est ainsi de l'opération Narcisse qui correspond à un test de prototype pour montrer l'efficacité électorale de la machine. Les conversations des habitants sont enregistrées en quadrillant la ville de Pédouillac. À partir de ce corpus, la machine génère un discours, une affiche et un article qui, entre guillemets,
représente le fond de la pensée des habitants. Le texte produit laisse l'équipe incrédule. Je cite, « La politique, plus ça change, plus c'est la même chose. C'est tout copain, fripouille et compagnie. Si on en pendait quelques-uns, ça irait mieux. Ce qu'il faut, c'est un homme à poigne. Ce sont toujours les mêmes qui se font tuer. » Et pourtant, le candidat sorti de nulle part, choisi au hasard, qui utilise le matériel comme profession de foi, est élu à plus de 95% des voix. Colloques, institutions, chaires universitaires sont enfin mobilisés pour asseoir le littératron et constituer le champ de la littératronique. Nos collègues en humanité numérique liront avec bonheur ce livre qui éclaire le champ d'une lumière nouvelle. Ma lecture des textes a été guidée par ce cadre en portant attention au réseau des relations, à la place de la machine dans le réseau, aux transformations de la machine au cours du temps. Plusieurs versions sont souvent présentées dans chacun des textes, et enfin aux débats et discussions autour des machines. De fait, ces innovations s'inscrivent dans un tissu social épais, dans des jeux d'alliance et d'enrôlement qui rappellent aussi le fonctionnement du monde littéraire.